messagerie professionnelle, un outil stratégique pour assurer la cohérence et la fiabilité des communications au sein du ministère. La maîtrise de l'adresse professionnelle occupe en effet une place centrale. Cet atelier vise à leur fournir les compétences et les repères nécessaires pour encadrer l'usage officiel des adresses professionnelles, lutter contre les risques de fuite et d'altération des données et accompagner la modernisation progressive de l'administration. Par cette démarche, le ministre de l'Éducation nationale, à travers l'ensemble d'ailleurs du département, affirme sa volonté de bâtir une organisation plus efficace, plus cohérente et résolument tournée vers la protection de l'information et la continuité du service public. On va leur montrer deux parties. La première partie va concerner la partie web, avec toute l'administration, et la seconde partie va constituer la partie mobile. Parce qu'aujourd'hui, notre messagerie professionnelle, on peut l'utiliser partout où on veut, avec les appareils mobiles, que vous savez, les tablettes, les smartphones, ainsi de suite. À l'issue de la session, les participants auront pour mission de former à leur tour l'ensemble des agents du département. Ils joueront le rôle de relais pour veiller à la bonne appropriation de la messagerie professionnelle et au respect des bonnes pratiques de sécurité numérique. Sur un autre plan, l'ambassade de Cuba au Mali et l'Université des sciences sociales et de la gestion de Bamako célèbrent la faculté d'histoire et de géographie, la journée internationale commémorative du centenaire du commandant en chef Fidel Castro. L'ambassade de Cuba a offert des livres à la faculté qui reçoit l'événement. C'est un compte rendu de Fademba Keita. L'activité d'hommage au commandant en chef Fidel Castro Ruz en cours se tient dans le cadre du 9e anniversaire de sa disparition physique. Décédé le 25 novembre 2016, Fidel Castro Ruz a consacré toute sa vie durant à la souveraineté et au développement de Cuba. Symbole d'homme d'État aux vertus incommensurables et résistant farouche durant 56 ans à l'embargo imposé par l'impérialisme américain. Les panels et la projection d'un film audiovisuel brossent le parcours d'un modèle de chef d'État, défenseur des couches laborieuses, un patriote qui a œuvré au renforcement du capital humain dans presque tous les domaines socio-économiques et culturels de Cuba. Castro est présenté aux jeunes universitaires par les anciens étudiants maliens sortis des grandes universités de ce pays comme une référence. Sa contribution en tant qu'homme de culture, homme de science, et un révolutionnaire tout court. Fidel a révolutionné le système de santé dans son pays. Parce que lorsque Fidel venait le 1er janvier 1959, il n'y avait que 300 médecins. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, Cuba compte plus de 130 000 médecins. Donc, ça, c'est des faits. Parler de Castro, comme je l'ai dit, c'est parler de cet homme qui a défié le plus grand empire que le monde connaisse, c'est-à-dire les États-Unis, vivant à seulement 90 à 100 000 des États-Unis. Il a surmonté la baie de cochon, la crise d'octobre, l'embargo de 60 ans. Malgré cela, le Cuba tient. Donc je peux dire que le Cuba est un modèle, est un exemple de résistance et de résilience. Fidel Castro est sans aucun doute l'une des figures les plus marquantes du XXe siècle, ayant changé le cours de l'histoire non seulement de Cuba, mais aussi de l'Amérique latine et des Caraïbes, avec une influence notable sur de nombreux dirigeants et mouvements politiques d'autres pays du Sud global. Comme tous les grands de l'histoire, il est une figure controversée, et même ses détracteurs ont dû reconnaître sa bravoure, son courage et son leadership dans la conduite d'une révolution socialiste à seulement 90 000 des États-Unis. Ces échanges honorent Fidel Castro qui a mis sur pied ce pays d'Asie aux ressources limitées. Selon la chargée d'affaires de l'ambassade de Cuba au Mali, le gouvernement de la transition du Mali, dans son élan de vulgarisation du patriotisme, de développement fondé sur la justice sociale, promeut les valeurs anticolonialistes et impérialistes, les convictions et idéaux de Fidel Castro.
Je remercie le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du recteur de l'université et du doyen de la faculté d'Histoire et Géographie qui nous offre cette précieuse opportunité d'honorer et de rappeler au cours de cet auditoire l'héritage du commandant en chef dont la pertinence demeure incontestable. Il fut et demeure donc un modèle et la jeunesse malienne et africaine donc doit continuer à s'inspirer puisqu'il a de quoi à nous apprendre. La journée internationale commémorative du centenaire du commandant en chef Fidel Castro Ruz prend fin par la remise d'un livre d'histoire de Cuba à la faculté d'histoire et de géographie de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Cette offre de l'ambassade de Cuba au Mali doit inspirer les futurs cadres du pays à être des bâtisseurs de leur nation. À présent, passons de l'histoire à la culture. Classées au patrimoine culturel immatériel, les langues nationales du Mali sont au nombre de 13. Elles coexistent, chacune étant le reflet d'une histoire, d'une mémoire. Et au-delà de la communication, les langues sont des vecteurs de transmission orale, piliers de la culture malienne. L'année de la culture redonne aux langues leur place centrale dans la souveraineté culturelle. Alpha Maïga et Alkao Traoré nous en disent plus. Au Mali, la richesse linguistique est l'une des marques les plus profondes de son identité culturelle, un patrimoine vivant. Les langues, ou la langue, de façon générale, constitue un élément du patrimoine culturel immatériel. La langue se manifeste dans le domaine des pratiques et traditions culturelles, des expressions culturelles, de la tradition orale. Nos langues nationales ont aujourd'hui une valeur de langue officielle depuis la Constitution du 22 juillet 2023. Elles sont au nombre de 13. La langue nationale, c'est le cœur de la communication. Quelqu'un qui te parle ta langue du terroir, déjà à 70%, il a gagné la communication. À 70%, il a gagné son message. Et on reste en phase avec la population. L'oralité est au cœur des sociétés maliennes. Bien avant l'écriture, les récits, les savoirs, les règles de vie, les valeurs morales et les événements historiques ont été transmis de bouche à oreille. L'oralité de tout temps dans notre pays, c'est les communicateurs traditionnels qui sont les porteurs des messages. Le chef de village donne son message à son communicateur traditionnel. Et il arrive même un moment où si le chef de coutumier est énervé, le message qu'il va dire à son griot, le forgeron le module pour ne pas vexer la cité. Son message passe tout en maintenant l'harmonie entre l'autorité traditionnelle et la population de sa cité. En remontant l'histoire, en interrogeant l'histoire, vous allez trouver que l'assemblée constitutive dans l'histoire était surtout constituée par les griots qui étaient considérés comme des députés dans le temps. C'est eux qui étaient là pour transmettre les valeurs de notre société de bouche à oreille. Chaque langue porte ses proverbes, ses chants, ses récits épiques. Un enjeu de valorisation. La langue est vraiment l'élément essentiel. D'ailleurs, Amadou Hampâté-Bâ disait ceci: de tous les éléments de la culture, du physique au vestimentaire, le plus évident, c'est la langue. Et c'est elle qui porte tout. Et l'oralité allie la confidentialité, la mémoire. Quand quelqu'un parle, il s'engage. Donc la parole, la langue, c'est la dignité, c'est la souveraineté, c'est l'identité. C'est pourquoi aujourd'hui on parle effectivement de officialisation des langues nationales. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes si vraiment nous ne connaissons pas effectivement le fond même de nos langues. Malgré leur importance, les langues nationales restent souvent reléguées au second plan face à la domination du français dans l'administration, l'école et les médias. Un avenir en question. Depuis que la Constitution a été promulguée, elle a été traduite dans nos 13 langues officielles du Mali. À l'école aussi, il y a des avancées. Le bilinguisme consiste à enseigner non seulement la langue française qui était notre langue officielle, mais en dehors de la langue française, une langue officielle, une langue nationale qui appartient au terroir. On dit traduire, c'est
trahir. Pourquoi le Mali croit? Pourquoi on ne dit pas le Mali nouveau? Pourquoi on ne dit pas le renouveau du Mali? Pourquoi on ne dit pas le nouveau Mali? Parce que ça ne traduit pas. Donc on préfère garder le mot Mali croit. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le français, non. C'est parce que justement, si tu le traduis, tu perds le sens. Toute traduction est une trahison. Face à la modernité, pourtant c'est à travers ces langues que l'on raconte qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous voulons léguer, disait très couramment un ancien ministre de l'Éducation nationale. Toutes les activités de l'individu, de l'homme, ça c'est la langue. Donc tout tourne aussi autour effectivement de cette langue-là. Et toute culture est basée sur une langue. Et c'est pourquoi justement les gens se battent pour avoir leur propre langue de manière à porter leur propre culture. Faire de l'année de la culture un levier pour redonner leur place centrale aux langues nationales. C'est investir dans la mémoire, l'identité et la souveraineté culturelle du Mali. Quels sont les comportements qu'un enfant doit avoir? Quels sont les contes, les récits, les faits, les proverbes? Tout ça, nous avons vraiment cette nostalgie parce qu'on les avait dans nos langues nationales. Ce sont les langues qui seront valorisées à travers cette année qu'on consacre l'année de la culture. L'année décrétée par le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. C'est un élément très très important sur lequel nous sommes en train de travailler comme vecteur de transmission, comme élément de dialogue des cultures. La culture ne peut être pleinement malienne que si elle continue de se dire dans les langues du cœur et du quotidien. La mairie de la commune urbaine de Tombouctou et la Fédération régionale des personnes handicapées, en collaboration avec Humanité Inclusion, lance à Tombouctou une mobilisation communautaire en faveur de l'éducation inclusive. Cette activité couplée à la Journée internationale des droits des personnes handicapées. Un reportage de Nadim Babacité et Mahmoud Askoufari. Un sketch sur le droit des personnes vivant avec handicap animé par la troupe Sababou Bangou. C'est ainsi que démarre cette mobilisation communautaire sur l'éducation inclusive, couplée à la célébration de la Journée internationale des droits des personnes handicapées. Cette journée du 3 décembre, dédiée à cette couche vulnérable, est organisée par la mairie de la commune urbaine de Tombouctou et la Fédération régionale des personnes handicapées, en partenariat avec Humanité Inclusion. Je voudrais qu'on applaudisse HI pour ses actions salvatrices dans notre commune au profit de l'éducation inclusive. Ce sont des actes de ce genre qui contribuent au développement d'un pays puisque tout le monde est impliqué, pas d'exclusion. Afin d'améliorer significativement la situation dans la région de Tombouctou, nous préconisons les mesures suivantes. Infrastructures adaptées, réhabiliter et construire des écoles accessibles notamment par l'ajout de rampes d'accès, des toilettes adaptées et d'équipements pour les personnes ayant des besoins particuliers. Depuis 2022, le partenariat HI et la commune urbaine de Tombouctou a permis la mise en place d'une commission communale d'éducation inclusive dont la stratégie a enregistré des résultats satisfaisants en faveur de cette couche. Cette stratégie a permis d'identifier 1204 enfants vulnérables, dont 213 enfants porteurs de handicap scolarisables dans les 17 écoles couvertes par le projet d'éducation inclusive dans la ville de Tombouctou. 31 de ces enfants en situation de handicap bénéficient aujourd'hui d'un dispositif d'enseignants itinérants dispensant des cours en langage des signes et ou en braille. Institutionnalisée en 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des personnes en situation de handicap vise à les soutenir, à sensibiliser les différents acteurs sur leurs droits en vue de les intégrer dans la vie politique, économique et culturelle. La remise d'un mémorandum englobant les doléances de la Fédération régionale aux autorités, suivi d'un sketch sur les dangers liés aux engins explosifs et restes de guerre et une caravane quittant le stade municipal à la place de l'Indépendance, étaient les temps forts de cette journée.
Le ministère de l'économie et des finances, à travers la direction générale du budget, renforce les compétences des acteurs régionaux sur les outils d'opérationnalisation du budget programme. Objectif, permettre à ces acteurs de maîtriser leur rôle dans la gestion des finances publiques dans le contexte du budget programme. Reportage Ousmane Koïta et Salif Maïga. Malgré les efforts du ministère de l'économie et des finances en matière de renforcement des capacités des acteurs clés du processus de budgétisation au niveau régional, beaucoup reste à faire. Voilà ce qui justifie la présente session de formation axée sur les outils d'opérationnalisation du budget du programme. Il s'agit notamment de pouvoir améliorer la compréhension des acteurs dans la démarche de performance, dans le cadre notamment de la mise en œuvre du budget en mode programme. Et de manière spécifique, il s'agira de présenter les principaux outils qu'on a à développer et de pouvoir outiller les acteurs dans l'appropriation de ces outils, mais également de leur permettre de comprendre l'ensemble des innovations introduites dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme et permettre à ces acteurs de pouvoir élaborer chacun de ces outils de manière convenable afin qu'ils puissent servir à améliorer leurs pratiques au quotidien dans le cadre de l'atteinte des objectifs de leurs services ou de leurs programmes respectifs. Il s'agit pendant ces 3 jours pour les acteurs impliqués dans le processus d'échanger et de discuter sur des modules tels que les généralités sur le budget programme, les processus d'élaboration et d'exécution du budget en mode programme, les rôles et responsabilités des acteurs. La session va également travailler sur l'élaboration du plan de travail annuel du programme, entre autres. Le renforcement des capacités est certes capital pour la réussite de la réforme du budget programme, mais il ne saurait suffire à lui seul pour relever tous les défis et contraintes qui se présentent dans la mise en œuvre. Nous osons espérer que la dite évaluation permettra d'éclairer l'ensemble des acteurs sur les acquis et faiblesses du budget programme et proposer une nouvelle feuille de route pour relever les défis posés. Les propositions et recommandations qui seront faites lors de cette session de formation seront d'un apport important pour relever les défis auxquels sont confrontés ces acteurs venus pour la circonstance. Session de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. La rencontre a mobilisé l'ensemble des acteurs de la région pour une maîtrise profonde de la politique nationale sur la question. Oyatem Kitam Hamadi Aliou Bari. Initiée par le ministère de la Refondation de l'État, cette rencontre d'échange a pour objectif général de vulgariser et de partager le contenu de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 auprès des parties prenantes régionales en vue de favoriser leur appropriation et leur mobilisation pour sa mise en œuvre. L'ennemi principal du développement, c'est la corruption. Donc, remercier l'État de penser à notre nouvelle région et de nous faire outiller à des stratégies qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas une petite corruption. Ces rendez-vous de Kita s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la corruption que les pouvoirs publics maliens ont entrepris plusieurs réformes et initiatives majeures parmi lesquelles la tenue des états généraux sur la corruption et la délinquance financière, l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que de la politique nationale de transparence entre autres. Nous avons dans ce document 4 axes principaux. Et le premier axe porte sur la gouvernance et puis les réformes. Le deuxième axe concerne la prévention des faits de corruption. Le troisième, c'est la réparation et la répression. Et le dernier porte sur la communication. Autour de ces axes-là, nous avons quand même initié aussi un cadre institutionnel de pilotage. La lutte contre la corruption et la délinquance financière dans notre pays est devenue une réalité grâce à l'engagement de nos plus hautes autorités. En l'occurrence, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans le but d'éradiquer la corruption, il est apparu utile d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption, assortie d'un plan d'action quinquennal, conformément au plan d'action du gouvernement, dont l'axe 4 est dédié, je cite, à la promotion de la bonne gouvernance et à l'adoption d'un pacte de stabilité sociale.
Dans cette dynamique inclusive et soucieuse de l'égalité des chances, on note une représentation significative des femmes et des jeunes de Kita à cette stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 afin de favoriser une appropriation équitable de la stratégie et une participation active de tous les segments de la société. En troisième région, 50 établissements scolaires, universitaires, 40 services publics et 10 organisations professionnelles du transport routier ont été touchés par l'antenne régionale de l'ANASER Sikasso, le temps d'une vaste campagne de proximité dédiée à la sécurité routière. Des informations partagées jeudi dernier avec l'ensemble des acteurs à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités. Le compte rendu de Mariam Touré et Daouda Konaté. Cette campagne de proximité initiée par l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière Antenne Sikasso, se veut une approche novatrice de promotion des règles de conduite, de respect des signaux et de courtoisie dans nos villes et campagnes qui bénéficient de nos jours de réseaux routiers en plein essor de modernisation. L'objectif à court terme est d'intensifier les actions d'information et de sensibilisation des acteurs et usagers de la route en vue du renforcement de leurs capacités, gage d'une exploitation optimale et sécurisante des voies routières ouvertes à la circulation publique. Elle constitue aussi une mesure de riposte face à la série d'accidents mortels enregistrés dans notre région durant l'année 2024. Pour illustrer cette démarche, 50 établissements scolaires et universitaires, 40 services publics et 10 organisations professionnelles du transport routier ont été touchés et ce n'est pas tout. La présente campagne de sensibilisation a touché 88 chauffeurs et conducteurs routiers et membres des syndicats, 15 conducteurs de bennes, 260 conducteurs de tracteurs agricoles, 70 conducteurs de cycles urbains, 40 conducteurs de mototaxi, 17 gérants de compagnies de transport de personnes, 90 membres consulaires des organisations professionnelles du transport routier. Et pour les autorités, cette initiative de l'ANASER mérite soutien et accompagnement. Je voudrais en même temps l'inviter à maintenir ce élan et le rassurer de la disponibilité du gouvernement à l'accompagner dans la mise en œuvre des programmes d'activité de lutte contre l'insécurité routière et surtout en cette fin d'année qui s'annonce, où la mobilisation sera beaucoup plus importante et les risques d'accidents beaucoup plus élevés sur nos routes. La cérémonie de clôture s'est achevée par la signature d'engagement de bonne conduite par les participants. Le Fonds de solidarité nationale FSN a procédé vendredi dernier au lancement de 8 micro-projets destinés à renforcer l'autonomisation socio-économique de plusieurs associations de personnes vulnérables du district de Bamako. La cérémonie a également été marquée par la remise d'un lot de médicaments à la Direction générale de la santé. Compte rendu, Smao Haidara. 70 millions de francs CFA pourraient donner force et autonomie aux personnes handicapées, vulnérables et malades. Le Fonds de solidarité nationale a équipé plusieurs associations en mototricycle, machines à coudre, kits de préparation culinaire et de transformation agroalimentaire, d'équipements pour l'élevage de poulets de chair, entre autres. Ces projets traduisent la volonté du département à travers le Fonds de solidarité nationale à favoriser l'autonomisation économique, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Cette cérémonie est également l'occasion pour le Fonds de solidarité nationale, à travers le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du nord du Mali, par CEP-NM, de remettre un lot de médicaments à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique pour le compte des centres de santé communautaires des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Ménaka. Les bénéficiaires, dont la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, ont salué un appui qui vient renforcer significativement leur autonomie et leur capacité d'intervention auprès des populations. Amé Folibla, Fonds de solidarité nationale Mohoma, ou quoi de Mena, pas d'ouké à la Ranga Jamana Suma, femme bébé ou de Kononana. Femi dirama ni be feka mɔgɔ dɛmɛ ite wari mugu ta ka dama i be barakɛ mina de dama pour que n'a ye baara kɛ a ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ san caman kɔnɔna la
Ces médicaments viennent à point nommé parce que dans le contexte où nous nous trouvons, l'approvisionnement de ces structures, de ces CESCOM pose un peu de problème. Et si nous avons ces médicaments, ça ne fait que renforcer l'existant et nous permettre d'atteindre l'objectif qui est d'amener les médicaments, les soins jusqu'au niveau des populations. Ces dons ont été rendus possibles grâce au soutien du ministère de la Santé et du Développement social à travers le filet social. Ces appuis ont coûté 50 millions pour les micro-projets et 20 millions pour les médicaments, toutes taxes comprises. Au ministère de la Santé et du Développement social, nous sommes convaincus que l'autonomisation de ces couches est un facteur déterminant pour l'amélioration de leurs conditions de vie, leur plein épanouissement. À travers ces gestes, le Fonds de solidarité nationale confirme son engagement à lutter contre les inégalités, à renforcer la résilience des communautés et à contribuer au développement socio-économique durable du pays. Je vous l'annonçais dans les titres, au Siama 2025, l'art malien rayonne sous toutes ses formes. Mais un espace retient particulièrement l'attention, celui des associations maliennes, de l'Association malienne des artisans en situation de handicap, mise à l'honneur le 3 décembre, journée internationale qui leur est dédiée. Une vitrine exceptionnelle pour valoriser leur savoir-faire. C'est un reportage de Moussa Kamara. Au milieu des allées du salon, les couleurs éclatent, bijoux façonnés à la main, perles minutieusement assemblées, encens et accessoires dédiés aux femmes attirent aussitôt le visiteur. Ici, chaque pièce raconte une histoire, celle d'un savoir-faire affiné et d'une créativité intacte. Pour ces artisans, le Siama est bien plus qu'une exposition. C'est l'occasion de prouver que le handicap n'a jamais été un frein à l'excellence. Notre présence au Siama se justifie par le fait que les personnes handicapées, nous avons du talent, nous avons du potentiel et que les autorités de notre pays reconnaissent cela à travers le ministère de l'Artisanat qui a bien voulu mettre à notre disposition ce stand afin que le talent des personnes handicapées soit mis en lumière. Nous lançons un appel aux autorités. Chaque fois qu'il y a des événements comme ça, de faire en sorte que quand les officiels viennent visiter les stands, de passer dans le stand des personnes en situation de handicap. Cela nous encourage, nous motive, parce que nous fournissons le triple des efforts des autres. Cette année, des artisans se distinguent particulièrement dans ce stand, illustrant la diversité et la qualité des œuvres présentées. Pour le Siama, on est venu avec les fauteuils, les tables, les miroirs, avec le fauteuil royal. On est venu pour présenter le Siama. On est content parce qu'on est venu pour présenter en cause. Bon, on a vu beaucoup de choses ici. Ici, c'est comme l'école. Je suis là pour exposer les produits pour femmes, en fait. Les encens, les produits pour femmes, quoi. Le Siama est bon surtout pour nous, les personnes vivant avec les handicaps, parce que ça nous permet plus de visibilité. Je profite de l'occasion pour remercier le ministre de l'Artisanat pour son initiative, parce qu'il nous a donné le stand au fait. Entre parfums d'encens et éclats de perles, ces artisans prouvent que le handicap n'empêche pas la créativité. Le Siama permet ainsi de faire évoluer le regard du public vers plus d'inclusion et de respect. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche.